Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 27e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Louis Rémillard, vétéran de la bande dessinée québécoise à qui l'on doit notamment les formidables albums Le Retour de l'Iroquois et Traces de mocassin, publiés aux éditions Moël Graphique. Louis Rémillard, salut! Salut! Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. Alors, Louis, t'es un auteur dont la trajectoire est assez unique dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Sans vouloir faire de toi un aîné, faut quand même contextualiser les choses en disant que t'as débuté ta carrière au début des années 70. Donc, tu es un des rares auteurs issus du printemps de la bande dessinée québécoise qui, à ce jour, est encore actif. Toujours vivant. Oui, mais toujours vivant. Ça, c'est une chose. Mais toujours productif. Ça, c'en est une autre. Oui. Je suis très occupé, d'ailleurs. C'est formidable. C'est formidable parce que c'est un réel plaisir de te lire. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de proposer aux auditrices, aux auditeurs, c'est une espèce de voyage dans le temps. Hein? Donc, tu débutes ta carrière en 1973 et tu fondes le fanzine Patrimoine. Oui, en fait, j'avais commencé à faire de la bande dessinée avant 1973. Ouais. Mais disons que si on veut, dans le milieu de la bande dessinée québécoise, oui, je fonde Patrimoine. Donc, ici, à Québec, dans la ville de Québec. Oui. Alors, à cette époque-là, il y a une effervescence manifeste dans le milieu de la bande dessinée québécoise, c'est-à-dire qu'il y a différentes cellules. Il y a, entre autres, Québec, il y a Montréal, il y a Sherbrooke, il y a Gatineau, et donc, il y a plusieurs cellules d'auteurs qui, tout à coup, publient des collectifs, publient des revues. Donc, en 1973, c'est l'année de parution du Capitaine Québec, entre autres. Il y a le magazine BD qui est en selle. Il se passe l'hydrocéphale. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et donc, toi, tu lances Patrimoine en 1973. Quel est le but avoué derrière ça? Parce que, quand même, t'es jeune à l'époque, là. Oui, en fait, je fonde façon de parler parce que l'idée n'est pas de moi. Si je rencontre un ami d'enfance sur la rue, puis il dit « Ah, je veux partir une publication, un petit journal de poésie avec des BD, etc. » Ça fait que il me demande si ça me tente d'embarquer. Fait que j'ai dit oui. Et finalement, ça n'a pas été long que c'est devenu exclusivement un fanzine de bande dessinée. OK, donc le 9e art a vraiment pris l'espace. Oui, c'est ça. Okay. Parce que là, tu parles qu'il y a beaucoup de publications, mais c'était quand même l'âge de pierre ici. Là, ah oui, c'est sûr, mais néanmoins, il y avait une effervescence manifeste. Ça commençait un peu, même. Je pense que ça commençait peut-être un peu plus tard, là, mais tu te dis les dates, là, tu es plus au fait de moi des dates précises. Mais c'était dans la mouvance, mais nous autres, on était un peu inconscients de cette mouvance-là, à ce moment-là. En fait, fort possiblement, s'il y avait quelqu'un qui était conscient des différentes forces et des différents groupes en action, c'était Jean Curtubise. Jean Curtubise était manifestement un des grands organisateurs. Il a su fédérer des gens, s'entourer de gens, puis parce qu'il a pris conscience, entre autres, que il se passait des choses à Québec, il se passait des choses à Sherbrooke. Il n'y avait pas vraiment de vase communicant au point de départ, là. Chacun faisait ses trucs de son côté. Il s'est avéré que tout a éclos à peu près au même moment, là. La fenêtre, elle est assez étroite où tout ça a débuté. Pourquoi faire de la bande dessinée à cette époque-là, Louis? Qu'est-ce qui te prédestinait à ce médium-là? Comme j'ai dit tantôt, je faisais déjà de la bande dessinée. Ouais. Alors, j'avais déjà des strips qui publiaient à l'école, là, dans les journaux d'école. Puis, donc, c'était rendu presque la norme de création pour moi que je faisais de la bande dessinée, mais tu fais ça tout seul de chez vous. Là. Oui, puis admettons, là, quand Patrimoine est publié en 1973, est-ce que le jeune Louis Rémillard rêve
de faire de sa vie, de consacrer sa vie au 9e art? Ou... Ah oui, ça, Ah oui, hein? Ah oui, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, là. Ben, en fait, pas juste ça, parce que je faisais aussi des trucs de publicité. J'étais lettreur d'enseigne, je faisais des affiches publicitaires, là, parce que la bande dessinée, comme aujourd'hui, c'était pas très payant. Malgré qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités. Mais à l'époque... oui, c'était un peu le Far West, hein? Ben, c'était un peu... En tout cas, au Québec, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passait là. Ouais. En 75, tu participeras au premier festival international de bande dessinée de Montréal. Déjà avec un titre comme ça, c'est très drôle. Oui, tout à fait. Donc, un événement piloté par Pierre Huet, évidemment, Jacques Urtubise est impliqué, Pierre Fournier également. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que cet événement-là, en 75, c'est vraiment une première prise de contact global avec différents autres auteurs, autrices? Oui, absolument. Ben là, c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai connu Pierre Huet moins, mais Godbout puis Urtubise. Ouais. Puis puis d'autres auteurs aussi, mais là c'est Fournier aussi, fait que je les ai connus à ce moment-là. Et c'est fou de penser qu'en 1975, premier événement au Québec, à peu près au même moment, à une année ou deux de près, il y a le Festival international d'Angoulême qui débute en France. Il y a les premiers vrais Comic-Con qui s'organisent. Donc, au niveau mondial, il y a vraiment une effervescence au niveau des événements. Ce qui est particulier, c'est qu'on sent au niveau de la production au Québec, il y a quand même une omniprésence de l'humour déjà dans la production de bande dessinée. Oui, à l'époque, la bande dessinée, c'est synonyme d'humour. Ouais. Alors, il n'y avait pas trop de romans graphiques dramatiques, là. Mais même à proprement parler dans la production, tu sais, tes premiers strips, ils étaient quand même... c'était trash, là. C'était sanglant, c'était frontal, c'était... Oui. Pas seulement ça, mais non, j'avais des évidemment. petits aspects. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais exposé au Festival de bande dessinée de Montréal, c'était deux strips. Un s'appelait La malédiction du manoir Huxley, qui est une parodie de film d'horreur cheap, avec une croqueuse d'homme, la duchesse du manoir en question. Et l'autre, c'était le zombie de la route 132 Ouest, une espèce de type qui s'était tué sur la route, puis il est devenu une espèce de zombie avec il y avait la mâchoire en... Mais c'était pas cette bande-là qui était dans Patrimoine, entre autres? Non, c'est arrivé après ça. C'est arrivé après. Ça, parce que c'est en 76. Okay. Patrimoine, c'est juste un 73-74. Ouais. Et Chartier, je savais qu'on allait là. Chartier m'a dit: t'as trouvé ta voix, la violence et le sexe. Alors, évidemment, on parle d'Albert Chartier, auteur d'Onésime. En même temps, c'est quand même une belle accolade aussi, venant d'un Chartier. Ah, tout à fait. Ouais. Il m'a pas dit que c'était de la merde, ça, déjà ça. Et, assurément, il voyait en toi une relève, une jeunesse aussi. C'est une belle manière de souligner ton apport. Tu vas tranquillement produire... évidemment, comme tu le dis, l'enjeu, c'est d'être publié. À l'époque, il n'y a pas énormément encore d'opportunités, outre, entre autres, le fanzina en équipe ou en groupe. Puis bon, évidemment, c'est pas de la grande diffusion. C'est sûr que une chose qui a véritablement transformé le paysage, en tout cas, et qui était porteur de certaines belles promesses, c'est le lancement du magazine Crow, évidemment, en 1979. Parce que Crow, tout à coup, copiloté par Jacques Urtubise, entre autres, c'était là l'occasion de mettre de l'avant des créateurs québécois. Mais c'est pas tout le monde qui était diffusé, publié dans les pages de Crow. C'est comme ça que ça se passe dans le domaine des arts. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Alors, évidemment... Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, Louis. Tu sais, un peu plus tard, tu vas créer... dans Rock et Roland,
il y a un personnage qui est quand même important de ta production qui va apparaître, qui est le général Tidéchet. Pour moi, le général Tidéchet, c'est le fils illégitime de Sombrevillain, de Jacques Urtubise. Alors, et c'est un humour assez corrosif, là. C'est un humour engagé politique, c'est une critique du totalitarisme, c'est une critique de la violence ambiante du monde dans lequel on vit. J'ai toujours trouvé ça étonnant, moi, que ni dans Titanic, ni dans Crow, qu'on ne retrouve pas à un moment donné de tes bandes, et notamment Tidéchet. Est-ce que tu avais soumis ça, toi? Ben, Tidéchet, je ne le faisais pas encore dans ce temps-là. Tidéchet, c'est arrivé plus dans les années 90. Oui, mais 94. il est apparu en album, mais le personnage est quand même apparu dans Rock et Roland à la fin des années 80. En fait, Rock et Roland, c'est plusieurs petites histoires. Ouais. Donc, ben, en fait, Rock et Roland et Tidéchet, c'est pas moi qui ai inventé les personnages, c'est mon cousin Denis Rémillard. Ouais. Donc, c'est lui le scénariste. Donc, c'était lui qui était engagé politiquement puis qui dénonçait tout le truc. Oui, mais attends, Louis. Moi, j'étais le dessinateur. Oui, mais on retrouve quand même, dans tes strips 10-15 ans plus tard, là, publiés dans Spécimen, entre autres, on retrouve des strips que tu signes seul et on peut quand même relever un certain engagement et une certaine critique sociale. Ouais, ben, c'est de la famille, là. Ben oui, c'est ça, là, c'est dans l'ADN. Là. Il y a quelque chose qui est pas loin. Là. On n'est pas loin. Ce qui est très particulier dans ta production, c'est que, bon, dans les années 80, on va te voir dans différents fanzines et revues, surtout basées à Québec, Enfin Bref, Bambou, Zigzag, même Safarir. Un peu plus tard, tu vas faire les chroniques caustiques dans le magazine Safarir, Oui. entre autres choses. Ça, c'est plus dans les années 90. 90, ouais. Mais Même début 2000. pour ta belle gueule d'ahurie, ouais. On va parler de ça parce que Ouais. tu as publié dans, je pense que c'est le numéro 2, tu as publié Cacique, qui est une bande de 2 planches, qui là, tout à coup, est ton entrée dans l'univers, et là j'utiliserai les guillemets, mais autochtone. Il y a quelque chose que tu proposes avec ces 2 pages-là, qui, à mon humble avis, était inédit au Québec. On n'avait pas vu ça avant. Oui, même, en fait, ça avait été même exposé au Salon du Livre de Québec par Crow. Il avait organisé une petite exposition. Et eux autres même avaient été même surpris de cette BD-là. Là. Alors, j'avais eu une mention honorable qui est dans l'air, en fait. Là. OK, c'est pas encadré, là, c'est vraiment dans l'air. Ben, c'est ça. Il dit, tu nous as surpris. Tu nous as surpris. Parce que ce que je leur proposais auparavant n'avait pas de l'air à les intéresser. Ben, ne les intéressait pas vraiment. Mais c'est aussi, surtout, moi je pense que l'effet de surprise est aussi dû au fait que dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, jamais il y avait eu une représentation ou une mise en image d'une réalité autochtone avec autant d'acuité et on n'est pas du tout dans l'aspect caricatural. Et je m'explique. Dans les années 70, on a vu quelques représentativités beaucoup plus caricaturales. Bon, je pense à Beaujoal, entre autres. Je pense aussi au magazine Tomahawk. Et même, moi je me souviens, le jeune, je lisais les éditions Héritage, les traductions de super-héros, et il y avait un coupon pour des chips Yum Yum qu'on pouvait découper sur la couverture. Donc, ça passera pas aujourd'hui. Non, ça passerait pas aujourd'hui. En fait, tu parlais d'Albert Chartier tantôt, et je pense que un des rares artistes à avoir abordé ce sujet-là, c'est Chartier à l'époque de Radio Monde, où il faisait un strip beaucoup plus classique, là, avec les premiers colonisateurs, tout ça. Mais donc, ces 2 pages-là, Cacique, j'ai vraiment l'impression que dans ton parcours d'auteur, c'est profondément marquant parce que ça va par la suite ouvrir ta pratique. Tu vas continuer à tenter de l'humour quand même encore au moins 2 décennies. Mais il y a une incursion dans ces 2 planches-là qui vont être vraiment définitives dans ton parcours. Oui, ben en fait, ça, c'est venu, en fait, parce que moi, j'ai fait le cégep en graphisme pour avoir un métier pour gagner un peu d'argent. Mais sauf que la première chose que j'ai faite après le cégep, c'est que je suis parti au Mexique.
Alors, ça va dans la mouvance de mes aventures mexicaines, latino-américaines, parce qu'il y a le Guatemala aussi. Donc, le premier voyage que j'ai fait, c'était en 89. Et ça, c'est Cacique, c'est au retour de ce voyage-là. OK. Et c'est là qu'en fait, il y a des Amérindiens au Québec, mais on les voit pas. Mais en Amérique latine, tu peux pas y rater, là. Donc, en Amérique latine, hein, ils sont pas placés dans des... Non, ils font partie de la vie courante, là. Ils sont... puis moi, je restais un peu en banlieue de San Cristobal, là, pas loin des villages Chamula et Dinacantan, où je voyais les Indiens passer tous les jours devant où je restais. Alors, puis les ruines, puis tout le kit, ça fait que tu visites les ruines, puis etc. Donc, ce voyage-là m'a fait prendre conscience de la présence amérindienne. Et c'est fou parce que tu parlais d'invisibilité au Québec, mais c'est ça, là. Je veux dire, on les a placés à l'écart de la population, on les a placés dans ce qu'ils appellent des réserves. Des réserves. Quel mot horrible. Et donc, cette prise de conscience-là naît à l'extérieur, comme si tout à coup tu prenais conscience de l'existence. Oui, absolument. En fait, on peut pas les rater là-bas, là. Ils sont en costume traditionnel, tout le kit, là. Alors, là, tu prends conscience de l'existence, puis j'ai dit, c'est sûr qu'au Québec, au Canada, il y en a aussi des Indiens, là. Alors, puis en plus, je fréquentais un bar sur la rue Saint-Jean, où il était fréquenté par les Amérindiens aussi, là. Fait qu'on jase avec eux autres. Donc là, il y a eu une prise de conscience de la présence amérindienne aussi au Québec. Puis là, je suis commencé à m'intéresser. Donc, c'est pas d'hier que je m'intéresse au monde amérindien. Donc, j'ai fait une bande dessinée suite à Cacique, qui n'est pas tout à fait dans... Cacique, qui est quand même, tu dis que c'est pas humoristique, mais bon, il y a eu le look un petit peu cartoon, un peu des personnages. Oui, quand même. Mais j'ai fait aussi une petite bande dessinée qui s'appelle La Chandelle, oui. qui illustre une coutume amérindienne de Cruz. Qui se rapproche beaucoup dans le fait de l'Iroquois que j'ai fait des décennies plus tard, là, avec beaucoup de textures et tout le kit. Donc, j'ai fait une version un peu nord-américaine, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas été plus loin dans le monde amérindien. Après ça, je suis parti dans le rock et Roland, Tidéchis, puis je me suis égaré à droite, à gauche. Égaré. Est-ce que c'est vraiment un égarement ou si c'est pas emprunter un chemin de travers pour justement mieux arriver à ce que tu voulais? Moi, c'est drôle parce qu'en rétrospective, j'ai comme l'impression que tu as fait tes classes beaucoup en humour puis en comédie parce que c'était l'air du temps à l'époque puis c'est ce qui était prédominant. Ouais, la bande dessinée, comme je disais, c'est synonyme d'humour, là. Puis aussi parce que, tu sais, t'es de la génération... Gottlieb était actif au même moment. Tout à fait. Gottlieb, c'est un monstre sacré. J'y ai même donné un exemplaire de patrimoine à Gottlieb parce qu'il était venu au Salon du Livre de Québec en 1974. Puis là, on était en plein dans nous autres, on publiait encore des... Puis là, tout le staff de Gottlieb couchait dans des roulottes à l'entrée du PEPS à l'Université Laval. le parc de roulottes était encadré d'une clôture. Puis là, c'était le soir. Nous autres, on vendait des patrimoines. On n'avait même pas d'argent pour entrer à l'intérieur. Donc, on vendait les revues à l'extérieur du PEPS, 25 cents chaque. Fait que là, on voit les roulottes. Je vois Bretécher en train de jaser avec un autre par la fenêtre d'une roulotte. Puis là, je saute la clôture. Puis là, je tombe face à face avec Gottlieb qui est dehors. Fait que là, je dis « Ah, bonjour, monsieur Gottlieb. » Puis là, j'y donne un exemplaire de patrimoine. Puis là, je ressaute la clôture, puis je m'en vais, là, c'est tout. Là. OK, c'est tout. T'as pas... OK. Non, on n'a pas, tu sais... Est-ce que tu as eu des échos de sa lecture, ou... non. Je suis pas sûr si ça a été en France, mais le plus drôle, c'est que des années plus tard, Gottlieb est là, assis à côté de moi, au Festival de bande dessinée de Québec, qui avait lieu à Place Fleur-de-Lys à l'époque. Oui. OK? Là, Gottlieb, le monde attend, il y a une file à perte de vue à côté de la chaise de Gottlieb, puis il y a moi, parce qu'il n'y a pas un chat, OK? Mais là, on est assis côte à côte, donc moi, je me roule les pouces. Gottlieb, lui, il fait des... Fait que là, je dis, Gottlieb, on s'est déjà rencontrés en 74. Je t'ai donné une revue.
Puis là, ben là, je dis, tiens, je te donne un autre. Là, je donne une copie. Je donne une copie de Général Tidéchet. Ah oui, donc Gottlieb a eu un exemplaire du Général Tidéchet. Puis des années plus tard, je le rencontre dans un cocktail du Festival de bande dessinée, où je n'étais jamais invité, mais là, je pouvais y aller, comme par enchantement. Gottlieb est là. Fait que là, je dis, ah, salut Gottlieb, on s'est rencontrés à telle place, telle place. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec l'album du Général Tidéchet? L'as-tu mis dans le bac de recyclage? J'ai dit, non, on l'a mis dans la bibliothèque du journal. Ah ouais, fait que t'es dans les bureaux de... En quelque part, il y a dans la bibliothèque des bureaux de fluide glacial. Ouais, un Général Tidéchet. Un Général Tidéchet. Ben, en soi, c'est quand même un honneur, là, parce que le général côtoie des grands de ce monde dans cette bibliothèque-là. Tout à fait. Wow! Alors, on parle de Rocky Roland. Donc, des strips que tu as publiés à gauche, à droite avec ton cousin, qui vont finir par faire l'objet d'un album en 1989 aux éditions Philactère. Oui. Donc, Yves Millet, qui pilote cette structure-là. Et donc, Rocky Roland, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est un peu Tintin, le capitaine Haddock. C'est aussi Bonnie and Clyde. C'est comme un paquet d'affaires Rocky Roland. Mais c'est d'abord et avant tout aussi, et corrige-moi si je ne m'abuse, mais c'est une émission de radio. Oui, ben le Rocky Roland est né d'une émission de radio à CKRL, le radio de l'Université Laval, que mon cousin faisait. Puis ça s'appelait, c'était une émission rock'n'roll. Puis au lieu de dire, bon, vous venez d'entendre telle pièce musicale, il racontait des histoires. Il était avec un ami, Éric Ether. Il racontait des histoires de Rocky Roland. Puis on s'est reparlé de ça il y a un certain temps. Puis je pensais que c'était lui qui m'avait contacté en disant ça pourrait faire des bonnes bandes dessinées. Puis lui, il dit le contraire. Il dit c'est moi qui l'ai contacté en disant ça serait un bon potentiel de bande dessinée. Quoi qu'il en soit, on a fait plusieurs histoires là-dessus, qui étaient publiées dans Bambou à l'époque. Ouais. Bambou qui a été lancé un beau magazine quand même, là, facture professionnelle, broché autour de 1985-86 dans ce coin-là. 80 plus 86. Ouais. Parce que je me souviens qu'en 85, je revenais du Mexique, puis c'est là qu'on avait fait l'exposition Évlan. Évlan, on s'expose. Ben, d'ailleurs, tes planches dans Évlan, on s'expose, c'est une critique sociale. Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, quand tu disais, tantôt tu disais c'était beaucoup ton cousin, mais je veux dire... Oui, j'ai quand même... c'est dans l'ADN, là. Oui, je réfléchis aussi, là. J'ai quand même... non, ça, on n'en doute pas, mon cher Louis. Donc, j'ai mon point de vue aussi sur la société. Drôle, là. Parce que ces deux cette histoire-là en deux planches dans le catalogue qui ont été exposées... Encore là, quand on regarde aujourd'hui, quand on consulte ce catalogue-là, l'humour est vraiment omniprésent. Un peu enfantin. Et moi, je trouve que tes planches, puis tu sais, il y a des grands noms, là. Je veux dire, tu côtoies de grands artistes là-dedans, mais je trouve que tes planches résistent à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que je les ai lues hier matin. Puis je me suis dit, OK, bon, il a fait ça en 84, 85, on est 40 ans plus tard. Et je relis ces deux planches-là. Et Ils sont encore à jour. C'est d'une actualité. Parce que, en fait, c'est des planches. Ces deux planches-là racontent, en fait, superposent les débuts de l'humanité à ce que le monde est devenu en 1985 et à quel point on vit complètement déconnecté. Ouais, ben en fait, ça raconte l'évolution de la société. Mais est-ce que c'est une évolution? Parce que dans le fond, quand on lit tes planches, on a l'impression que le gag est là. Ouais, on voit la première image, on voit une espèce de paradis terrestre idyllique avec des Cro-Magnons qui bâtissent une ville. Ouais. Puis là, c'est rendu super moderne. Puis là, on voit le type qui est assis devant son perron de porte puis qui pense à la nature qui est perdue. Puis le dessin, dans la bulle, c'est la première image. C'est fou parce que, pour moi, avec Cacique,
ce sont là les germes de ce que ta production allait devenir des décennies plus tard. Comme si il avait fallu que tu traverses, que tu passes par le truchement de l'humour, puis du commentaire politique, puis du commentaire engagé, pour tranquillement te délester de tout ça, puis pouvoir vraiment... En fait, tu as affiné ton art. C'est comme aiguiser une pierre pour qu'elle devienne tranchante. Ouais, c'est ça, c'est plus qu'on en fait... Ouais. Idéalement, plus on s'améliore. Mais parce que, et là j'en parlais tantôt, Général Petit Déchet, c'est un despote, là. Je veux dire, Kim Jong-un puis Vladimir Poutine, je veux dire, c'est des pleutres à côté de Petit Déchet. C'est un fou, là. C'est un fou furieux. Oui, là. ben c'est l'exagération de... Ah oui. Mais oui. en fait, l'exagération, c'est pas si exagéré que ça, Mais, quand même. Voilà. Alors, il y a quelqu'un du nom de Donald Trump qui a été élu, et lire Petit Déchet, suite à l'élection de Donald Trump, son élection en 2016... Et sa future réélection. Ben là, en tout cas, on va laisser le temps au temps de faire les choses, mais c'est clair que quand moi j'ai relu cette série-là suite à l'élection de Trump, ça a coloré complètement, ça a coloré ma lecture. C'est un personnage, c'est un despote, donc qui est né dans les pages de Rock et Roland, et tout de suite, c'est un personnage qui s'est imposé. Ben, en fait, là, je me souviens, c'est moi qui l'ai proposé. Parce que là, Denis il commençait à être en panne d'idées avec Rock et Roland. Puis là, ben, le général Petit Déchet est apparu. Ça fait que j'ai dit, ça, c'est un personnage qui a du potentiel. On devrait faire des bandes dessinées là-dessus. Ben, ça fait que là, on en a fait. Écoute, pour moi, là, l'apparition du général Petit Déchet dans Rock et Roland, c'est un peu l'équivalent de l'apparition de Red Ketchup dans les bandes de Michel Risque. C'est-à-dire que tout de suite, Red Ketchup a pris la place. C'est un personnage fort. Voilà. Alors, Petit Déchet, c'est la même chose. Et là, Petit Déchet, bon là, vous allez multiplier les histoires. Entre autres, il y a ça dans Bambou. Et dans les années 90, vous allez en publier 2 albums. Oui. Aux éditions. 3, en fait. Le troisième est... hors série. Ouais. Ah oui, en fait, il y en a 4. Mais moi, je parle de 3 récits. Je parle des récits à proprement parler du général Petit Déchet. Ben, des albums, parce que dans un des albums, il y a 2 récits. OK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire qui a été prépubliée dans Mensuel, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un album. Ouais, ben ça, c'était la fin, en fait. Ouais, la fin, ouais. C'était... en plus, j'explorais un nouveau style là, aussi. Je travaillais avec des crayons de plomb, donc le style est un peu... Le traitement est un peu différent. Mais Dieu que c'était mordant, par exemple. Ouais, ben, ça n'avait rien perdu de son mordant. Branle-bas de combat à Coca pa banana. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a toujours les jeux de mots. Et donc, général, Petit En Déchet... plus, c'est vrai, parce qu'il importe de la cocaïne dans les bananes. Ah non, c'est dans la vraie vie, là. Ouais. Mais ça, c'était une production... c'était ça le cœur du sujet de cette histoire-là. Mais c'est fou parce que, tu sais, le parti pris de prendre un personnage détestable et de le rendre sympathique au lectorat, Urtubise a réussi ça avec Sombre Vilain. Je trouve que vous avez réussi ça avec Petit Déchet aussi. Et c'est pas gagné d'avance, là. Ouais, mais le Sombre Vilain est quand même un peu moins méchant, là. Oh, il est peut-être plus insidieux, Sombre... Ah non, Sombre Vilain, là. Ah oui? OK. Au début de sa carrière, là, son passe-temps préféré, c'est de faire exploser des boîtes postales, là. Hein? On est après le FLQ. Je m'en souviens plus tellement. Ouais, moi, je peux te dire que Sombre Vilain... Ouais. Oh, il y a des moments où ça fait mal, là. Il porte son nom. Oui. Mais les lecteurs du jour aimaient profondément ce personnage-là. D'ailleurs, il en est devenu, sans le vouloir, une espèce de mascotte du journal Le Jour, le Sombre Vilain. Et donc, pour moi, le général Petit Déchet, c'est un vilain de la même trempe que Sombre Vilain. C'est un personnage qui occupe tout l'espace. Quand il est sur une planche, il siphonne l'oxygène de partout, là. Non, il siphonne tout, pas juste l'oxygène. Ouais. Et donc, vous allez vous auto-éditer en quelque part. C'est-à-dire que les éditions de la LEF, ouais. La LEF, c'est vous, là. C'est vous qui investissez les sous, là. C'est pas vous, c'est moi. Parce que c'est moi qui payais pour le plus. C'est pas mon cousin, là. Mais donc, tu auras été un artiste entrepreneur quand même longtemps dans ta carrière. Ouais, ben en fait, c'est que j'ai
j'ai eu la chance de pouvoir avoir un peu de sous pour me publier. Parce que de là, une fois, tu m'avais demandé pourquoi la Providence pourquoi je dis la Providence dans Spécimen. Grâce à la Providence. Oui, grâce Providence, à la Providence, c'est pas juste le Dieu, c'est la chance aussi. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir du temps libre et un peu de sous, du temps libre pour produire les BD et un peu de sous pour pouvoir payer pour les imprimer. Okay. Alors, c'est pour ça que, parce que je dis la Providence. Parce que ils ont... tu sais, les albums de Petits Déchets dans les années 90, c'est de facture professionnelle. Là. C'est pas broché. Là. C'est une reliure allemande. C'est ça. Couverture souple, mais quand même... Ça coûte cher pareil. Oui. Parce que la première, c'est des rotatives. Ouais. À cette époque-là, c'était des rotatives. Fait que c'était 300 copies minimum. Oui, donc il faut les payer, puis il faut les vendre aussi après. Puis il faut les entreposer. C'est encore plus dur de les vendre que de les payer. D'ailleurs, à cette époque-là, peut-être juste pour contextualiser à quel point c'est un acte de foi d'avoir publié ces albums-là, 1995, le magazine Crow cesse ses activités. Crow publiait déjà des albums. Dans les années 90, couverture rigide. Dans le cas de Red Ketchup, c'était en couleur. Dans le cas de Jean Paulade avec Jérôme Bigras, c'était en noir et blanc. Mais donc, il y avait des albums publiés au Québec de facture professionnelle. Mais bon, Crow, c'était une machine. Ils avaient des moyens. Là, toi, tu arrives dans cet écosystème-là à produire des albums. Il faut les distribuer, ces albums-là. Là, toi, tu es à Québec, mais tu as un lectorat aussi à Montréal. Oui, je pars sur le pouce, puis je m'en vais porter mes comics dans les librairies à Montréal. Là. Enfin, je ne suis pas sur le pouce, non, j'ai arrêté de faire du pouce en 95, là. Mais parce que je faisais des voyages d'affaires dans les années 80, parce que je faisais, dans une autre vie, j'étais sérigraphe d'art. Ça fait que j'allais vendre mes sérigraphies dans les galeries à Montréal, en consigne. Ouais, en consigne. Je faisais des voyages d'affaires sur le pouce, là. Avec mon cartable, avec mes sérigraphies. Mais en 95, j'avais évolué un peu. J'avais un char. Un petit peu plus de contrôle sur ton horaire du temps. Ouais. Plus de moyens. Ouais. Fait que, oui, j'allais les distribuer moi-même dans les librairies à Montréal. Donc, c'est uniquement Québec-Montréal. Oui, puis quelques points de vente à Montréal. Là. On parle du marché du livre, on parle de Fichtre, on parle de... Tu sais, ça rentrait pas forcément chez Renaud-Bré, ni chez... Non, c'était les Archambault. Les librairies spécialisées en bande dessinée. Ouais. Et donc, tu vas quand même, à la fin des années 90, tu vas à la fois accélérer la production et la publication, parce que, bon... 2 premiers albums avec des récits complets du général Tidéchet. 3e album, c'est un guide. Et ça, c'est vraiment particulier. Ouais. Une espèce de guide touristique de ce pays imaginaire dont le général Tidéchet est le dictateur. Donc, ce guide touristique avec une map. Oui, en couleur. En couleur. Mais il n'y a jamais rien de tel qui s'est fait. Ça a coûté une fortune. Je pars mon feu avec ça aussi aujourd'hui. Est-ce que vous en avez vendu? Oui, on en a vendu, mais... Parce qu'en plus, on était encore... disons, comment je pourrais dire ça? Le monde idéal, là. Ouais. Donc ça, c'était un hors-série. Donc, on a fait publier plus de copies que d'habitude. Donc, ça a coûté une fortune. Puis les caisses sont venues, intactes. En fait, c'est que l'idée étant que les gens qui n'avaient pas lu Tidéchet et qui tombaient sur cet album-là, peut-être qu'au point de départ, il manquait certaines clés de compréhension. Là. Ouais, peut-être, ouais. Mais quand même. Mais quelle audace! Vraiment, chapeau bas. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais acheté ça, j'avais lu... j'avais pas lu les 2 j'avais lu un des 2 albums de Tidéchet et je pense que j'avais acheté ça chez Monet, à la librairie Monet à Montréal. Ouais, je pense qu'il y avait une petite distribution. Ouais. Non, Monet, il y en avait, ouais, c'est vrai. Il y avait... Dans le nord de la ville à Montréal. Mais c'était pas distribué, mais je sais, il me semble que parce que j'ai récupéré les livres invendus. Ouais. In extremis, dans un entrepôt dans le fin fond de Montréal, je ne me souviens plus où ce que c'était, parce qu'il s'était destiné au pilonnage. Okay. Puis là, j'avais eu l'information, puis là, j'avais pris mon char, puis j'étais allé chercher
Une chance que tu n'étais pas sur le pouce. Hein? Les boîtes, ouais. Puis là, les boîtes ont traîné pendant des siècles dans mon locker en bas. Puis là, en fin de compte, je me suis débarrassé de ça avec mon cousin. On allait prendre une boîte, on va au cégep Sainte-Foy, au cégep, tu ouvres la boîte, marque gratis, tu t'en vas. Fait qu'on se débarrasse. Avez-vous eu au des moins, on les a pas jetés, on les a OK, mais donnés. Avez-vous eu des retours de lectrices de lecteurs par rapport à ça? C'est pas rien, là. C'est comme une bouteille à la mer. Mais c'est fou parce que à cette époque-là, le coup sur coup, tu vas sortir, après le guide, tu vas sortir Patate Tremblay, des tombes de Magané. Tu vas lancer le premier numéro de 2 de Spécimen. Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé avec Spécimen. OK. Mais donc là, il y a une effervescence. Là, tu sors du strip. Ben, en fait, là, j'étais un peu perdu. J'essayais de me trouver une nouvelle production. Ça fait que là, j'ai commencé à... Étant donné comme je fais... C'est monnaie courante que je fais des bandes dessinées, alors je continue à en faire sur des sujets variés. Là. Mais un des sujets qui va apparaître, au-delà de l'humour et tout ça, c'est que tout à coup, on va voir apparaître ta passion, entre autres, pour le plein air, pour le canot. J'ai commencé à la pêche en fin 89-90. Bon. Un ami, mais moi, je faisais le monde amérindien, c'était pas juste dans les livres, je faisais un tipi. Okay. J'ai fait un tipi. Fait que là, un voisin il dit, je n'allais pas dans le bois, là. J'étais un citadin, là. J'avais pas de moyen d'aller dans le bois, là. Fait qu'il dit, veux-tu venir à la pêche? Fait que là, lui, il a le canot, il a le char, moi, j'ai le tipi. Ça fait que le tipi, c'est notre camp de pêche. Fait que là, il m'a initié à la pêche. Puis j'y vais encore aujourd'hui, là. Mais en tout cas, dans ta production, il y a une deuxième porte qui s'ouvre par rapport à ça, vraiment. Puis aussi, peu de temps après, il y a le canot d'eau vive qui embarque. Ouais. Fait que là c'est les deux aspects. Il y a la pêche, puis il y a aussi le canot d'eau vive. Donc, c'est les rivières, puis les lacs, puis la forêt. Puis là, c'est intéressant parce que, oui, tu te cherches, mais sans le savoir, tu te trouves. Parce que Voyage en zone d'exploitation, qui est publié en 2008 aux éditions 400 coups, tu as commencé à travailler sur cet album-là quelques années auparavant. Là. Ben, en fait, l'album a été terminé en 2004. Okay? Ah oui, donc, OK. Donc j'ai fait cet album-là 2002-2003. Bon, alors là, on va prendre un temps d'arrêt et on va parler de cet album-là, qui, encore une fois, pour moi, est très novateur à plein de points de vue. Premièrement, parce que tu décides, c'est vraiment audacieux, de faire un album. Donc, c'est un gaufrier de 12 cases par page. C'est un album entièrement muet. Et, comme le titre l'affirme, un voyage en zone d'exploitation, c'est que ça raconte l'histoire d'un type qui part pour aller faire du canot avec son véhicule. Et donc, on va le suivre tout le long de son trajet. Et autre chose que tu vas inclure dans tes bandes, c'est que tu vas multiplier les références à des toiles de grands maîtres. Oui, entre autres, oui. Entre autres. Un peu. Je l'ai fait plus par un autre album après, Oui, mais ça, j'ai commencé avec ça. Alors là, dans la production au Québec, c'est aussi bien dire que c'est un ovni, cet album-là. Là. C'est quelque chose, on n'a jamais, en tout cas moi de mémoire, j'avais jamais vu ça au Québec, un album comme ça. Moi non plus. Quelle est la pulsion derrière cet album-là? Comment est né ce projet-là? Ben, c'est né dans ma petite tête, là. Oui, certes, ça, j'en doute pas. En fait, c'est à cause que j'ai fait beaucoup de routes forestières. J'en fais encore, d'ailleurs. Alors, tu circules pendant des heures dans des chemins de fou pour aller dans un lac, tu sais. Fait que tu fais ça, c'est année après année. Fait que ça rentre dans le corps. Fait que ça a germé un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait des strips sur un petit personnage éphémère qui s'appelait Ticoco. J'ai fait faire une petite expédition de pêche un peu. Donc, c'était un peu le pattern de ce futur album. Puis, bon, pour avoir des sous, ben, on demande des bourses. Puis là, ben, tu sais, bon, je veux faire un album de bande dessinée traditionnelle. Fait que là, j'ai dit ça, je vais avoir une idée plus novatrice dans ma démarche, mais aussi dans le paysage de la bande dessinée québécoise. Donc, je demande une bourse, puis miracle, je l'ai. Fait que je peux produire le livre.
Et la contrainte, ben c'est ça, c'est qu'en fait, l'histoire, la première case, la dernière case s'enchaîne avec la première. Ouais. Fait que tu peux lire le livre sans fin. Ouais. Quelqu'un qui veut continuer tout le temps, il n'arrête jamais. Comme celui qui est dans son char. Ouais. Parce que l'autre contrainte aussi, c'est qu'il faut que dans chaque case, le char apparaisse. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette contrainte-là. Ou une partie du char. Une amorce, mais en tout cas, le véhicule est toujours là. Tout le temps là. Et c'est la dichotomie entre l'invention de l'homme, cette voiture rutilante de métal, ou en tout cas de matériaux quelconques, et de la nature. Hein. C'est toujours cette espèce de dualité-là. Oui. Et à quel point aussi, puis moi, c'est ça que je trouve marquant, et c'est ça que je trouve génial dans l'album. Et ça nous amène à réfléchir quand on veut côtoyer la nature, c'est que on est citadin, puis on se dit, ça ferait-tu du bien, là, un bon bol d'air frais, allons en nature. Et donc, mais on contribue en faisant ça, en quelque part, à porter atteinte à la nature. Parce que dans ce déplacement-là, ben, ça implique un véhicule, ça implique de l'essence, donc ça implique... Oui, mais avant le véhicule, ça prend une route. Oui, ben voilà. Oui, voilà. Alors l'accès à la nature est occasionné par le fait qu'il y a des coupes forestières. Et c'est là que ça commence. Et que les chemins se font pour faire les coupes. Parce que sinon, on n'aura pas accès. On ferait comme les anciens Amérindiens. Là. Tu te promènes avec ton canot sur la tête dans le bois. Puis, c'est ça. Ouais. Puis tu remontes les rivières, puis les chutes, puis tu te le quittes. Puis ça fait que... Alors, le voyage, la zone d'exploitation sur la Terre débute avec le déboisement. En fait, c'est par l'utilisation des ressources naturelles. Ouais. Mais je ne suis pas contre l'utilisation des ressources naturelles. Là. C'est juste de bien les faire. Mais l'album exprime l'utilisation des ressources, l'utilisation du territoire qu'on fait. Ça fait qu'il y a des puis les pages sont thématiques. Des fois, c'est juste des nuages, mais des fois, c'est des pylônes électriques. Des fois, c'est de la coupe forestière. Des fois, c'est les plaisanciers en roulotte, en 4 roues. Tout y passe, là. Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est un album de transition dans ta carrière? Je sais pas si c'est transition, mais c'est un album où je commence à trouver, à chercher d'autres choses. Moi, j'aurais envie de te dire que pour moi, c'est pas tant une recherche que tu trouves. En tout cas, moi, de l'œil extérieur, cet album-là, il est déterminant dans ton œuvre parce que là, tout à coup, cet album-là va réorienter complètement ta pratique. Oui, je vais justement me orienter vers la nature. Ouais. En fait, c'est des choses qui m'intéressent, que j'aime faire. Ça fait que là, puis aussi, il y a le monde... Après ça, c'était le monde de la rivière. Ouais. Que là, ça, c'est encore plus intense que la pêche, là. Ouais. Parce que là, tu risques quasiment ta vie quand tu descends des rapides, là. Fait que, oui, c'est plus impliquant. C'est ça. Puis aussi, tout un nouveau monde puis que je connaissais pas non plus, parce que, bon, je suis un petit con de la ville, là, qui n'était jamais sorti de là. Ça fait que là c'est des nouveaux horizons. Puis... Est-ce que c'est ce qui explique l'album Le Drail Putride? Parce que... Ouais. Il y a un aspect quand même humoristique dans cet album-là. Oh, c'est du cartoon, là. C'est du cartoon. Donc, on parle d'un wetsuit, d'un espèce de costume. Un dry suit. Un dry suit. Ouais, un wetsuit. Un dry suit. C'est quoi le terme en français, d'ailleurs? Un vêtement sec. Une combinaison étanche. Ouais. Ouais, alors... Idéalement, parce qu'il n'y a aucun dry suit qui est vraiment 100% étanche. Mais donc, dans ce récit-là, donc... Le dry suit, il n'est pas habité. Je veux dire, il n'y a pas il est habité. Il est habité d'autre chose que d'un humain. En fait, au départ, il est habité par un humain. Mais par la suite, il laisse une myriade de bactéries et de toutes sortes de bestioles. Et ces bactéries-là prennent vie et donnent vie, en fait, au vêtement. En fait, habitent le vêtement qui devient en vie. Et il part avec le wetsuit, part avec le canot du gars qui est en train de se changer sur le bord de la rivière. Là. Est-ce que tu dirais qu'en quelque part, l'humour a permis de te purger peu à peu pour te mener vers la seconde partie de ta production qui est complètement différente? Parce que oui, il y a l'aspect eau vive, il y a l'aspect nature, mais il y a encore un petit côté humoristique qu'on dit « Ah, tiens... Ouais. Donc, est-ce que...
Est-ce que c'était une manière de te rassurer comme auteur ou c'était tout simplement pas réfléchi de cette manière-là? Non, ben en fait, même avec Voyage en zone d'exploitation, le traitement, même s'il y a différents traitements graphiques, il est quand même, le style de dessin est quand même humoristique. Là. C'est pas réaliste, hyper réaliste. Là. Oui. Donc, c'est pas à cause que j'ai fait Voyage en zone d'exploitation que j'avais délaissé la bande dessinée humoristique. D'ailleurs, je n'entrevoyais pas à faire d'autres choses que de la bande dessinée humoristique à ce moment-là, parce que c'est toujours ça que j'avais fait. Mais d'ailleurs, Voyage en zone d'exploitation paraît en 2008. Pour moi, c'est un album qui est paru bien avant son temps. Est-ce que les lectrices et les lecteurs... Il a fini avant son temps. Non, mais c'est-à-dire que quand on relit cet album-là aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, cet album-là, s'il paraissait aujourd'hui, aurait une toute autre vie qu'il a eu en 2008. Dans l'écosystème de la bande dessinée québécoise, pour moi, c'est un album qui est en avance sur son temps. Oui, ben c'est une classe à part. Là. Mais je ne sais pas s'il y aurait plus de répercussions aujourd'hui. Je présume, mais bon, je ne suis pas devin. Hein. D'ailleurs... Mais on peut encore le trouver, là. Ben, d'ailleurs, 2 ans après l'apparition de Voyage en zone d'exploitation, paraît en 2010 un autre album qui pour moi est fondateur, Down to the Petawawa. Oui, Descente de la rivière Petawawa en français. Ouais. Mais moi, j'ai fait le titre en anglais, mais c'est un muet encore, donc il n'y a pas de dialogue, mais c'est juste que ça se passe en Ontario. Puis... Et là, on est en eau vive. Là, on est... Voilà, c'est une expédition parce qu'il y a 2 catégories d'eau vive. Il y a l'eau vive, si on veut, une courte section de rapide intense qui se fait dans la journée, ou une expédition de canot camping qui peut se faire en 1 ou 2 semaines. Donc là, c'est une expédition de canot camping que j'ai fait sur la rivière Petawawa, que j'ai décidé d'illustrer l'aventure, si on veut. Là, du point de vue graphique, là, tu quittes pas mal l'approche graphique plus classique, humoristique ou comédique. Oui, ben là, ça n'a aucun rapport, là. C'est ça. Ben, en fait, j'ai changé. Parce que quand j'ai fait Petawawa, j'avais déjà commencé les Rockois. Donc, j'avais déjà fait l'exercice de changement de style un peu. Parce que, à part de faire des bandes dessinées humoristiques, j'ai aussi des calepins de dessin. Donc, je fais des dessins dans mes calepins, des dessins de paysages et toutes sortes de trucs. Même en expédition de canot camping, j'amenais mon calepin pour dessiner. Ça fait que je dessinais dans le style que je dessine non cartoon. OK, donc en marge de ta pratique plus classique d'auteur de bande dessinée, t'avais le carnet. Hey, ça ferait des publications formidables, ça, publier ces carnets-là. Tout à fait. Parce que là, il faut le dire, là, pendant qu'on enregistre, vous entendez quelques petits bruits. C'est que Marc Tessier fait office de paparazzi. Rôde alentour. Et donc, il tourne autour de nous, prend des photos, ouvre des... Oh my God, c'est extraordinaire, ça. Alors, Marc Tessier vient de poser au sol, dans un rayon de soleil, 2 de tes carnets. Mais c'est magnifique, Louis. Ouais, ben ça, c'est une des cases de Petawawa, je pense. Mais... Wow, c'est vraiment magnifique. Donc, mais autre truc, moi, que je dénote dans Petawawa, c'est que il y a une dimension sensuelle aussi. Ouais, un petit peu sexy. Il y avait des belles filles dans... Oui, ben oui. Elles sont pas vilaines, là. Elles sont pas vilaines. Fait que c'est sûr que ça rentre dans le décor, mais ça met un peu de piquant, là. Ça, c'est... Oui, mais je parle même au niveau de la nature, dans ta manière de croquer, de mettre en image la nature. Il y a quelque chose du domaine du sensoriel. Oui, c'est viscéral. On plonge dans cet album-là, puis on est plus que spectateur. C'est comme si on est vraiment là avec vous. Et tu réussis à traduire plein de choses à travers ces cases muettes-là. Elles sont vraiment criantes, hein, ces planches-là. Et quel choix audacieux, encore une fois, de faire abstraction du dialogue, du phylactère, de la parole, parce que Dieu sait qu'on n'en a pas besoin. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, album qui est paru aux éditions Première Ligne. Oui.
structure éditoriale qui était basée à l'époque à Gatineau, qui n'existe plus. C'est possible. Oui, je te le confirme. Okay. Donc, si tu attends des relevés de vente, tu n'en auras plus. Non, mais de toute façon, j'ai racheté tous les copies. Et j'ai tout vendu, d'ailleurs, j'en ai plus. Bon, alors là, donc au même moment que tu réalises cet album-là, tu amorces le travail sur le retour de l'Iroquois. Moi, j'ai été très, très vocal à l'endroit de cet album-là, qui a d'abord été publié en 2016 aux éditions Trip, piloté par Marc Tessier, que vous entendez en arrière-fond. D'ailleurs, félicitations, Marc, encore une fois, au risque de ne pas t'avoir félicité assez d'avoir publié cet album-là. Oui, j'ai été très vocal à l'endroit de cet album-là, Louis, parce que pour moi, c'est un album qui est tellement important, à la fois dans ta trajectoire d'artiste, mais beaucoup plus, à beaucoup plus grande échelle que ça, je dirais même pour la bande dessinée québécoise. Parce que là, vraiment, tu plonges dans ce que va devenir vraiment ta pratique d'auteur de bande dessinée. Donc, là, tu vas vraiment explorer le matériel historique, l'histoire, et plus précisément dans le domaine des Premières Nations. Là, tu parles du retour de l'Iroquois. Oui, du retour de l'Iroquois. Alors, qu'est-ce qui motive cet album-là? Comment vient au monde cette idée-là? Comment naît-elle? Ben, elle est venue au monde à partir de Cassique, en fait. Donc, on remonte à plusieurs années avant. C'est le début des années 90, parce que là, je me rends compte qu'il y a des Amérindiens au Québec, et je commence à m'intéresser au sujet. Donc, je commence à lire des livres là-dessus, puis j'ai pas encore arrêté d'en lire, là. Alors, à force d'en lire, on commence à obtenir des connaissances. Et là, ça germe tranquillement dans mon idée. Là, je lis les relations des Jésuites. Là, si on fait abstraction de toute la propagande religieuse, il y a une description ethnologique assez poussée là-dedans. Puis là, moi, la tête prend feu. Là. J'ai des images qui arrivent dans la tête. Puis là, à un moment donné, je ne peux plus résister. J'ai dit, je vais faire un livre là-dessus. À ce moment-là, ah oui, c'est magnifique. Oh. À ce moment-là, Louis, encore là, la représentativité des membres des Premières Nations, en général, dans la culture québécoise, et plus particulièrement, plus spécifiquement dans la bande dessinée québécoise, outre l'aspect caricatural, c'est quelque chose qui est très peu abordé dans la bande dessinée. Là, toi, Louis, t'es un allochtone. Alors... Oui. Alors... à mon grand dame. Mais c'est fou, parce que quand on te lit, on veut tellement... En fait, c'est pas qu'on veut, mais c'est difficile à expliquer à quel point on peut pas concevoir que c'est une œuvre signée d'un allochtone, parce que tu nous le fais vraiment vivre de l'intérieur. Ouais, ben en fait, c'est aussi le voyage en zone d'exploitation. Il y a beaucoup de vécu là-dedans. Ouais. Donc, l'Iroquois, ben là, je suis pas un Iroquois, là, je suis pas vécu dans ce temps-là, mais moi, je passe des séjours en forêt, 1 semaine, 2 semaines, régulièrement. Ben, moins maintenant, parce que là, comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu une roulotte qui me permettait de rester plus longtemps dans la forêt. Là. Ouais. Mais bref, je reste 2 semaines. Là, quand tu passes 2 semaines sans sortir du bois, là, tu décroches, c'est vrai. Là. Fait que quand tu fais ça souvent en plus, ben là, tu t'imprègnes de la nature. Ça fait que quand tu es un artiste visuel, il faut que ça sorte, il faut que tu dessines. Mais c'est que tu arrives aussi dans le retour de l'Iroquois, tu pars d'un fait historique véridique et tu as une telle aisance dans ta manière de raconter et de vulgariser les choses. Moi, quand j'ai lu cet album-là, je me suis dit, mais comment se fait-il que ça, c'est pas une lecture obligatoire dans les écoles, dans les cours d'histoire? Pour moi, c'est insensé que cet album-là ne soit pas du cursus scolaire. Je suis d'accord avec toi. Je me pose la même question. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditrices, des auditeurs qui travaillent comme professeurs d'histoire dans les institutions. Si vous ne connaissez pas le travail de Louis Rémillard, et notamment ses plus récents albums, donc Le Retour de l'Iroquois et Traces de mocassin, ben là, je veux dire, arrêtez d'écouter. Allez vous enquérir de ces albums-là, puis vous écouterez la suite un peu plus tard. Là, parce que, bon, alors,
Ça, pour moi, cet album-là, Le Retour de l'Iroquois, fait date. Il commence à dater aussi. Ben non, c'est relativement récent. Et moi, et c'est un album qui prendra jamais une seule ride. Non, effectivement. Contrairement à moi, il est intemporel. D'ailleurs, Louis, si tu me permets, je présente beaucoup de conférences portant sur la bande dessinée, en milieu scolaire, en milieu communautaire, et j'ai entre autres une conférence qui a la prétention de résumer l'histoire de la bande dessinée en 1h10, 1h15, ce qui est un pari impossible. Mais bon, je présente différentes planches. Bon, au-delà du survol historique, je fais des arrêts sur case, hein, et je présente entre autres Tapage dans Le Retour de l'Iroquois, où on voit l'Iroquois pagayer sur le fleuve Saint-Laurent, et c'est une séquence en 3 strips. Ouais, mais là, il est sur la rivière Richelieu. Elle est sur la rivière Richelieu. Ouais. Et où, en 3 cases, en fait, on traverse l'histoire. Ouais. Parce que à l'arrière-plan de l'Iroquois, on voit la transformation, on voit l'empreinte de l'évolution humaine. Évolution entre guillemets. Ouais, mais c'est un vieux gag parce que je l'ai fait avec la bande dessinée qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que l'évolution. Oui, tout à fait. Donc, le concept de l'évolution, du changement Ouais. et de la modification de l'environnement, c'est quelque chose qui est resté accroché. Mais là, dis-moi, donc, là, je reviens souvent sur cette thématique-là. il y a un célèbre strip de Robert Crumb. Oui. Donc, oui, je te vois sourire. Donc, évidemment, c'est un clin d'œil à ce strip. Oui, mais je l'ai même pas vu. T'as pas vu le strip? Ben, en tout cas, je m'en souviens plus. Ah oui, alors... Ah oui, je l'ai peut-être déjà vu, mais c'est très loin dans ma mémoire. Donc, je me suis pas inspiré de... Ok. J'ai pas pensé à Chrome quand j'ai fait ça. Mais c'est drôle parce que pour moi, cette séquence-là trouve écho. Il y a Ouais. une réponse. Il y a aussi une réponse aussi à l'album Here de Richard Maguire, où toute l'histoire se passe, tout le récit se passe dans un coin d'une pièce, et c'est une superposition temporelle de ce qui s'est passé à cet endroit précis-là, peut-être en des milliers d'années. OK. Ouais. Alors, donc... Non, je suis pas le seul qui pense à ces affaires-là. Ben non. Non, sauf que dans l'exécution de cette séquence-là, entre autres choses dans Le Retour de l'Iroquois, mais aussi quand l'Iroquois bivouaque, il s'endort et il se réveille en sursautant, en voyant des phares de voitures qui Ouais. font sur lui. Alors, on a aussi une superposition temporelle à ce niveau-là. Et ce qui est extraordinaire avec Le Retour de l'Iroquois, moi, à ma première lecture, quand je suis sorti de cet album-là, le constat est le suivant, c'est que je me suis dit, mon Dieu, que l'homme moderne vit complètement déconnecté de son environnement. Pas mal. Hein, on a tout... Mais il y a quand même des exceptions. Il y a beaucoup de monde qui sont proches aussi. Oui, mais je veux dire, la moyenne des ours, maintenant, on a faim, on ouvre le frigo. Oh oui, non, c'est sûr qu'on s'en va pas dans le bois chercher son souper, non. Ah non, puis plus que ça, on se cogne l'orteil, comment on soigne, on va sur Google, sur notre téléphone intelligent. Je veux dire, on est complètement dépendant. En fait, l'évolution technologique nous a complètement détournés de notre rapport à la nature, puis de notre rapport au monde dans lequel on vit. Et ça, en sortant de notre lecture du Retour de l'Iroquois, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment happé. Au-delà des grandes qualités artistiques intrinsèques, puis aussi du rapport à l'histoire. Parce que, encore une fois, Le Retour de l'Iroquois, c'est un fait historique avéré, là. Oui, ben, c'est l'histoire d'un Iroquois qui s'est fait capturer par les alliés des Français, puis il s'est fait libérer par les Français pour négocier la paix. La paix, ouais. Mais, Et là, il a quelques jours, en fait, il a quelques semaines pour se rendre. Non, mais c'est lui qui dit dans 21 jours, Ouais. je vais être revenu. Parce que ça prenait à peu près ça, la run. Ouais. Mais l'Iroquois, c'est toujours le truc de la nature, de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas grave que le téléphone sonne, Louis. C'est juste que la personne qui t'appelle va devoir être patiente.
Tout ça pour dire que il a raccroché. Bon. C'est un faux numéro. C'est sûrement un coup de fil d'hameçonnage en plus, c'est ça qui est terrible. Non, mais souvent ça sonne puis il n'y a personne au bout de la ligne. Là. Parce que j'ai un chiffre de différence avec le truc des personnes âgées en haut. Ah bon? OK. Des fois, c'est des personnes âgées se trompent de chiffre puis ils tombent sur moi. Mais en tout cas, de toute façon, là n'est pas le sujet de la discussion. Ouais. C'est que quand je fais l'Iroquois, il y a l'intérêt de la nature, ouais. l'intérêt de l'histoire et aussi le sentiment de perte. Ouais. Quand je lis les descriptions des paysages de l'époque, puis je regarde des paysages aujourd'hui, je dis, on a peut-être gagné des affaires, mais on en a perdu d'autres. Alors, tout ça mis ensemble, j'ai essayé de tout mettre ça dans l'Iroquois, en fait. Puis aussi, je me suis dit, là où je suis rendu, j'essaie de faire cet album-là parce que ça m'intéresse de le faire. Mais je suis dans le néant total. Là. Je ne sais pas comment ça va être accueilli. Là. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça qui existe. Là. OK? Ouais. Fait que si c'est encore un flop, j'arrête de faire de la bande dessinée. Et heureusement, ça n'a pas été un flop parce qu'aujourd'hui, tu ne me feras pas d'interview avec moi parce que je ne ferai plus de bande dessinée. Non, ça aurait été... non, c'est sûr, ça aurait été une tragédie, mais cet album-là est tellement puissant. Et moi, je répète, là, ça fait des années que je suis très, très vocal. Moi, c'est un album qui a été très déterminant dans ma vie de lecteur, puis dans ma vie de médiateur aussi de bande dessinée. Parce que là, tout à coup, la bande dessinée québécoise pouvait aussi être le retour de l'Iroquois. Et c'est une main tendue, c'est une porte qui s'ouvre. Et d'ailleurs, tu récidives quelques années plus tard avec l'album suivant qui est Traces de mocassin. Oui, mais j'avais pas fini de raconter des histoires, parce que j'en avais lu beaucoup, alors il y avait plein de trucs qui m'intéressaient, donc je récidive. Une formule un peu différente, parce que le Traces de mocassin aurait pu être 3 fois grand, 3 fois plus de pages que ça, là. Donc, je suis allé plus concis, je suis allé à l'essentiel, mais tu sais, je veux dire, quand je raconte des histoires de pièces carrettes, la terreur des Iroquois, là, un Algonquin qui tuait des Iroquois, j'aurais pu faire pas mal plus de pages que ça. Là. Oui, parce qu'il faut le dire pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, c'est un album dont la construction est un peu différente du Retour de l'Iroquois, en ce sens où le Retour de l'Iroquois, c'est un seul récit. Alors que là, dans Traces de mocassin, c'est 5 ou 6... 6 petites histoires. 6 petites histoires. Qui parlent de personnages différents. Dont une histoire qui est formidable, où là, est-ce que c'est un Iroquois qui va en France? Un Huron. Huron, ok. Un Huron. Oui, c'est ça. Qui va en France. Oui, voilà. Il y a un échange. Et ça, c'est une perspective encore plus inédite parce que ce chapitre-là est formidable. Oui, ça, j'aurais pu aussi en faire plus longtemps parce que Champlain, en fait, c'est une histoire. C'est toutes des histoires intéressantes, là. Mais celle-là est intéressante parce que là, pour faire un petit cours d'histoire, c'est que Champlain, il veut envoyer, il veut aller vers les grands lacs, mais les Indiens, ils empêchent de remonter la rivière. Fait que là, il décide d'envoyer Étienne Brûlé, qui a 14 ans, qui accompagne Champlain. Étienne Brûlé, ça l'intéresse aussi, là. En fait, peut-être Étienne Brûlé même qui propose l'idée à Champlain. Donc, Champlain dit, quand vous repartez, ramenez donc lui, il va apprendre la langue, puis il va voir le territoire, puis il va pouvoir me dire que ça a de l'air, tu sais. Là, il leur dit pas ça, là, mais il dit... Ouais. Mais là, les Hurons, ils disent, ça marche pas de même. Si tu nous donnes un jeune, tu vas en prendre un aussi, là. C'est donnant, là. Fait que là, Champlain, il est pogné, là. Fait que là, il est pogné pour accepter Savignon. Savignon qui veut dire sauvage, en fait, là. Fait qu'il l'appelle Savignon. Déjà, ça commence bien. Là, à l'époque, sauvage n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Ouais. Fait que là, Champlain est pogné avec Savignon. Puis là, Champlain, il faisait l'aller-retour souvent en France. Fait que là, il l'amène en France. Et là, les lecteurs, les lectrices sont invités à vivre la perspective de l'Amérindien en Europe. Et du choc culturel, on le sait. Oui. Il y a du bon et du mauvais. Oui. Mais ça, c'est une perspective
qui est assez inédite. En fait, moi, je me souviens pas d'avoir lu ça dans un album de bande dessinée. Là. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais moi, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Mais- mais parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été, entre guillemets, soit qui sont allés de leur plein gré ou kidnappés. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. J'aimerais ça en faire plus, là. Mais on sent d'ailleurs que c'est une boîte de Pandore. Parce que Louis, pour vrai, lorsqu'on lit Le Retour de l'Iroquois, qu'on lit Traces de mocassin, là, on a vraiment l'impression qu'il y a tellement de matériel. En fait, que tu portes en toi tellement d'albums. Donc là, il faut se mettre au travail. Je sais que tu travailles sur un album présentement, Les Filles du Roi. Les Filles du Roi, ouais. Mais donc là, t'arrives à un Ça moment... change de registre, complètement. mais t'arrives à un moment de ta carrière puis de ta vie où tu as une maîtrise totale de ton art, comme conteur aussi. Et là, on pourrait... Je veux dire, tu manques de main et de temps pour faire tous ces albums-là que tu portes en toi. Moi, j'aurais besoin de quelques employés. Ouais. mais Ouais. là, je travaille à mes frais. Là. Ouais, puis là, on est en crise. grâce à la Providence, là, OK? ouais, Fait OK. que là, je travaille à mes frais, donc je suis pas payé, je travaille comme un fou 7 jours sur 7, Ouais. puis j'ai pas d'argent qui rentre, fait que j'ai pas les moyens d'avoir des employés. Ben, de toute façon, il y a une crise de main-d'œuvre en plus. En donc, plus, ouais, puis en plus, les Mexicains peuvent même pas venir, là, fait que... Ouais, en plus. Non, en plus, le gouvernement a fermé le robinet. Ils peuvent plus, Ouais. plus avoir de visa. Alors, la salade va coûter cher cet été. Là. Je lisais un article ce matin. Là, les fermiers attendent les Mexicains puis ils n'y arrivent pas. Ah non, c'est terrible. Ben, mais ça aussi, d'ailleurs, c'est difficile de ne pas faire le lien entre ta production et la réalité. C'est-à-dire que là, on va se buter à ça. Là. C'est qu'il n'y aura plus personne pour cueillir la nourriture dans les champs. Il faut les planter avant. Ben là, donc là, il faut oui, c'est ça. Il faut Fait semer, il faut que les récoltes soient bonnes, C'est ça. il faut avoir des employés. Donc, tout à coup, on vit dans une perpétuelle chaîne, et une chaîne qui est confrontée à plusieurs obstacles, à peu près à chacun de ses maillons. Donc, tout à coup, ce qui, avant nourrir, impliquait de cueillir ou de chasser, là, ça devient compliqué dans le monde moderne dans lequel on vit. Puis en plus, on aime ça, nous, manger des fraises en janvier, puis manger des avocats à n'importe quel... Et Dieu sait que les avocats, la production de ça, mais ça bouffe de l'eau, c'est fou. En fait, c'est parce qu'ils ont trouvé que les avocats, c'était payant. Donc, il y a de la monoculture d'avocats. Ouais. Donc, au détriment de d'autres... Donc là, Filles du Roi, est-ce qu'on a une fenêtre de publication outre que espérant un album apparaître? mettons? 2025. Oh, mais c'est demain, ça, Louis. Oui, justement, 2025. c'est peut-être pas 2025, mais on projette 2025. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, puis c'est un autre registre complètement. En fait, j'ai fait mes premières armes avec Savignon en France, Ouais. parce que ça se passe, les Filles du Roi, c'est en 1663, c'est le premier arrivage. Disons, le premier voyage. Là, il de faut la gang expliquer, qui- là, peut-être pour le bénéfice des gens qui ont peut-être moins de repères historiques, les Filles du Roi, c'est des filles qui étaient envoyées en Nouvelle-France, des filles de joie. Non, ça, c'est un mythe Ah, anglophone. c'est un mythe, ça! C'est des filles, mais c'est pas des filles de joie. Parce que ça, c'est un mythe des anglophones pour dénigrer les Canadiens français. Parce que sans les filles du roi, le Québec n'existerait même pas. Parce qu'à l'époque, en 1663, c'est pour ça Louis XIV a décidé d'envoyer des femmes en Nouvelle-France, parce qu'il y avait 14 hommes pour une femme. Fait qu'il n'y avait pas de développement de colonies. OK, c'est parce que c'était un comptoir de traite, essentiellement. Fait que, tu sais, le monde, il venait ici pour faire de l'argent avec la fourrure, puis c'est tout, là. Il venait pas pour planter des blés d'Inde, là, tu sais. Alors, il n'y avait presque pas de colons, il n'y avait presque pas de développement démographique. Alors, c'est là que Louis XIV a décidé de... Les filles du roi, c'est des orphelines, des pauvres, des orphelines, mais ils sont pas filles de joie, parce que les filles de joie, c'est des prostituées, en général, contractaient la syphilis. Puis quand on a la syphilis, une femme ne peut pas enfanter. Ouais. Alors, ça fait pas des... Ça fait pas des enfants forts, pas des comme enfants forts. l'expression Fait le que dit. c'est, donc Ouais. c'est un mythe.
Donc, c'est les filles du roi. C'est des orphelines pauvres qui n'ont aucun avenir en France et on leur propose de venir en Nouvelle-France avec avoir un mari, une terre, puis une des choses qui serait impossible à avoir en France. Ça fait Mais c'est quand même fou, parce que c'est une nouvelle vie. C'est dur d'imaginer aujourd'hui ce que ça peut être. On parle de coloniser Mars. C'est un peu le même principe. C'est la même chose. C'est la même chose. T'arrives sur Mars, là. Ouais, exactement. Un peu moins, là. Jacques Cartier, lui, il arrivait vraiment sur Mars. Là, il y avait quand même un peu de développement ici, en 1763. Donc, tu étais sur Mars. Disons que tu arrives sur Mars, mais il y a déjà une base. Donc, 2025, espérons plus 2025 que 2026, mais... Ouais, il faut que je travaille vraiment beaucoup. Il reste vraiment beaucoup de travail à faire. Puis, un album de combien de pages environ? Ben là, ça va être dans le bout de 180 pages. Là. Fait que ça va être du stock. Puis c'est pas facile à faire. Là. En fait, j'essaie d'avoir de la rigueur historique, donc la recherche. Voilà. Paris en 1663, il faut que je dessine Paris, les rues de Paris, les costumes. Là, les costumes, ça a l'air niaiseux, là, mais si moi je fais une bande dessinée des années 1950, puis je mets le monde qui sont habillés comme en 1900 ou en 2010, ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est la même affaire, tu sais. Fait que là, je regarde des costumes d'époque, puis là, je dis, ben là, OK, ça, cette robe-là, pas pire. Ah oui, mais ça, c'était la mode en 1610. Ça marche pas, là. Elle sera pas en mode en... Fait que j'essaie de me rapprocher le plus possible. Puis moi, je suis plus à l'aise à dessiner des épinettes, des sapins que la scène en 1663, là. Puis là, t'as pas d'assistante, t'as pas d'assistant, là. Tu fais tout ça seul. Ben là, en fait, je suis avec un scénariste. C'est pas moi qui fais le scénario. OK. C'est Dominique Leblond. Parce qu'en fait, les filles du roi, pour moi, c'était pas mon idée. C'est une fille qui faisait du canot que je connais, qui est membre des filles du roi. Puis il existe une société des filles du roi, où c'est des femmes qui disons, transmettent la bonne parole, puis qui s'habillent en filles du roi, puis qui s'en vont dans un festival comme le Festival de Québec, puis dans les écoles, puis des affaires de même. Fait que eux autres, pour avoir plus de visibilité, ils voulaient faire un album de bande dessinée. Le bande dessinée, ça pogne, c'est bon. Fait que là, elle m'appelle, elle dit « Hey, veux-tu faire un album sur les filles du roi? » Moi, je dis « Ben... Oui, mais je connais rien là-dedans. Vous allez me fournir un scénario. » Fait que les filles du roi, c'est pas des scénaristes. Mais le fils de la présidente de la Société des filles du roi, c'est un créatif. Fait que là, lui, il avait déjà un peu de background d'écriture. Puis fait qu'il a décidé d'embarquer dans le projet. Mais quand même, donc il faut faire ses recherches et c'est une grande part du travail. Lui, il a beaucoup de recherches à faire. Ouais. Parce que là, contrairement au Iroquois, où ce que moi je narre, il y a toujours une voix off qui... Ouais. Là, il n'y a aucune voix off. C'est seulement des dialogues. Alors, toutes les informations historiques qu'il peut y avoir, c'est comme toi et moi qu'on est en train de jaser, là, tu sais. Ou visuel, tu sais. Ouais. Il n'y a aucune explication, là. Puis là, ben là, tu sais, je veux dire, si tu connais rien là-dedans, là, il y a des affaires qui t'échappent, là, tu sais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps à écrire, ça prend du temps à faire, puis ça prend du temps à lire. Ça prend du temps à sortir, Louis. Ça prend du temps à sortir, parce que c'est pas facile, en plus. Puis là, en plus, la difficulté, c'est qu'étant donné que je travaille avec un scénariste, le temps est 2 fois plus long parce que je suis pas tout seul. Ouais. Quand je décide de faire une bande dessinée tout seul, je dis, bon, je fais ça, c'est moi de me mettre à bord. OK, je fais ça. Ouais, mais là, lui, il m'écrit un texte. Là, moi, il faut que je fasse le découpage. Là, que j'y envoie le découpage, qui me dit si c'est correct un peu. En plus, lui, il est comme moi, tu sais, il revise, fait qu'il y a des révisions après. Ouais. Fait que là, j'ai fait des changements, mais là, tu sais, OK, moi, j'ai fait le découpage, fait que là, il essaie de fait que là, tu sais, il y a l'appropriation de part et d'autre. Alors, le temps est plus long. Heureusement, on a eu quand même une bourse là-dessus. Là. Ça fait que j'ai au moins été payé 1 an à salaire minimum parce que les bourses, c'est 25 000 là. Ouais. Quand tu gagnes 25 000 aujourd'hui, là, t'en vas pas... Oh non, avec l'inflation, 25 000 on fait pas grand-chose. Hein? Non, on vit très, très modestement. Ça fait que, mais quand même, on a eu une bourse une fois. Fait que là, je continue à travailler là-dessus. Et ce sera chez quel éditeur? Ben là, c'est parce que là, les filles du roi, il y a déjà 2 livres, mais c'est des biographies de toutes les filles du roi qui ont existé. 2 briques, là. Chez Septentrion. Donc, Septentrion est partant.
Mais là, il faut voir parce que là, Septentrion, le problème que je vois, c'est que c'est pas un éditeur de bande dessinée. Donc, il n'est pas présent dans le paysage des festivals de bande dessinée, etc. Mais c'est quand même un éditeur qui est quand même très bien diffusé. Oui, mais à ce compte-là, Louis, il y a plusieurs éditeurs généralistes, ou en tout cas qui tout à coup se mettent à tenter de la bande dessinée pour plusieurs raisons, parce que certains y voient une tendance, d'autres y voient une opportunité, là, ça dépend des raisons, mais donc, c'est plus un fait rare, là, maintenant. Non, sauf qu'il n'y a pas de présence dans les festivals en tant que tel. Ben, on verra, on s'arrangera. Bon, avec un nouvel album de Louis Rémillard aux illustrations, d'après moi, vous saurez vous tailler une place On à n'est pas travers... rendu là, je vais commencer par le finir. Oui, ben c'est ça. Ce qui est encore pas mal d'ouvrage. Ben d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir pris cette heure-là en ma compagnie au lieu de travailler. Donc, je te libère parce qu'on aimerait beaucoup te lire en 2025. Merci beaucoup de ton temps, Louis Rémillard. Et moi, je te souhaite, parce que je sais que tu portes encore beaucoup d'albums en toi, donc je te souhaite la chose la plus importante, et c'est pas l'inspiration, c'est la santé. Oui, moi aussi. Alors, Louis Rémillard, merci beaucoup et à très bientôt. Au plaisir. Pour suivre Louis Rémillard, rendez-vous au louisrémillard.blogspot.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation BD, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.